La nouvelle équipe gouvernementale dirigée par le général de division Abdoulaye Maïga a été mise en place hier. De nouveaux profils, mais aussi des départs enregistrés. L'analyse de la rédaction à suivre. Il faudra désormais débourser jusqu'à 7 000 francs CFA pour avoir un sac de charbon dans certains endroits de la capitale. Une situation décriée par les consommateurs. Vous avez bien fait de choisir TM1 pour vous informer. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce 1945. Le décret de remaniement gouvernemental signé par le président Assimi Goïta marque une refonte stratégique avec le départ de 7 ministres proches pour la plupart de Choguel Maïga et des priorités renouvelées pour la transition. Les explications de Paul Yapinguesson. Le nouveau Premier ministre, le général Abdoulaye Maïga, nommé ce jeudi 21 mars, annonce une recomposition du gouvernement malien marquée par des ajustements stratégiques. Ce remaniement qui intervient au lendemain du limogeage du Premier ministre Choguel Kokala Maïga met en lumière les priorités actuelles de la transition et les défis à relever pour restaurer la confiance et maintenir la stabilité. Aujourd'hui, l'urgence n'est plus au discours, aussi marquant soit-il, mais aux actions concrètes. Il est impératif de renforcer la sécurité dans les régions du centre. Il faudra également travailler à rassembler les Maliens dans toute leur diversité politique, sociale, économique et culturelle. La relance économique demeure un défi prioritaire, notamment en résolvant la question des dettes intérieures, véritable bombe à retardement dans un pays où l'économie souffre du contexte de guerre et de la rareté des partenaires financiers. Enfin, l'organisation d'élections inclusives et crédibles devra être au cœur des priorités pour permettre au Mali de sortir de cette situation exceptionnelle. En somme, la nomination d'Abdoulaye Maïga offre une opportunité de recentrer l'action gouvernementale autour de la reconstruction paix et de la cohésion nationale. La liste des 7 ministres sortants relève une volonté manifeste de distancer l'exécutif des personnalités associées à l'ancien chef du gouvernement. En effet, plusieurs ministres évincés étaient considérés comme des soutiens indéfectibles de Choguel Maïga, dont les récents propos controversés ont alimenté des tensions au sein des institutions. Ce nettoyage symbolique vise non seulement à apaiser les critiques populaires, mais également à renforcer l'autorité présidentielle. Malgré ce renouvellement, le gouvernement conserve plusieurs figures stratégiques, dont le ministre de la Défense, le général Sadio Kamara, et celui des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Le maintien témoigne d'une volonté de préserver une certaine continuité dans les domaines cruciaux, comme la sécurité et la diplomatie, au cœur des priorités de la transition. La stabilité de ces portefeuilles garantit également la poursuite des partenaires internationaux indispensables dans un contexte de défis multidimensionnels. L'introduction d'un ministère délégué auprès du Premier ministre, chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral, reflète la détermination du gouvernement à accélérer les préparatifs pour les échéances électorales. Ce remaniement, bien que stratégique, s'inscrit dans un climat de pression interne et internationale. Le président Goïta, en nommant un Premier ministre militaire en la personne du général Abdoulaye Maïga, envoie ce message. La transition doit être pilotée avec fermeté et pragmatisme, tout en respectant les engagements de refondation nationale. La recomposition du gouvernement traduit une volonté de recentrer les priorités et de corriger les dysfonctionnements institutionnels. Ce vendredi 22 novembre 2024, le Premier ministre sortant, Choguel Kokala Maïga, a officiellement passé les témoins à son successeur, le général de division Abdoulaye Maïga. Bien avant, une autre cérémonie d'adieu empreinte de sobriété s'est tenue entre Choguel et ses anciens collaborateurs, parmi lesquels les membres de son cabinet, les responsables des structures rattachées à la primature et le personnel d'appui. Elle avait pour objectif de remercier les équipes et de leur adresser des encouragements. De la primature au marché, oui, sur terrain, le charbon de bois est très cher. C'est le constat fait par des consommateurs. Le prix du sac est passé de 5 000 à 6 000 francs, voire 7 000 francs CFA par endroit. Assetoumani Koulibaly a fait un tour auprès des principaux acteurs pour tenter de comprendre cette flambée des prix. Ces espaces vides actuellement sont pourtant ceux envahis habituellement par des sacs de charbon de bois. Un tour ce matin au niveau de cette grande place réservée aux vendeurs de charbon. Un endroit complètement vide à cause de la rareté du charbon de bois. En effet, depuis un mois, les populations assistent à une flambée des prix du charbon qui oscille actuellement entre 5 000 et 6 000 francs CFA et même plus. Selon les fournisseurs,
Cette hausse est liée à la rareté de cette denrée sur le marché due à plusieurs facteurs. Bon, Boursunomo fana bɛ baara la nin waati na o de okumu kɔnɔ o y'a to serbon de gɛlɛyara Bamakɔ nin waati na wa bon san ni waati sera ni jitigɛ waati sera serbon de bɛ gɛlɛya nin waati na wa ka d'a kan nani ma nɔgɔ a sɔrɔli fana ma nɔgɔ burusi kɔnɔ wa bon prix ko la tilema fɛ bon serbon prix a bɛ se ka na 700 na mais an bɛ waati min na sisan ni sɔmiya jitigɛ waati sera prix bɛna fɔ 1400 1200 o fana dɔ bɛ fara prix fana kan samiya fɛ o waati a baara tɛ se ka kɛ o ye sansuru wagati ye mais ɲinan ta in kɔni na samiya baara n'a fɔ siman ladon saribɔn ko bɛ gɛlɛya wagati ye n'a sɔrɔli gɛlɛyara ka bɔ kungo kɔnɔ anw bɛ dugu kɔnɔ yan nɔ n'anw y'a sɔrɔ prix min na kungo kɔnɔ na n'a da gɛlɛyara anw fana bɛ dɔ fara ka dugu kɔnɔ. Monsieur Cissé est un revendeur de charbon détaillant. Selon lui, il est difficile de vendre en espérant avoir un bénéfice avec la hausse actuelle. Parce que ne yɛrɛ b'a ta kungo kɔnɔ ne de bɛ o jofore sara ne b'a san fana yiritigɛlaw ninnu bolo. Nous min b'a jeni ne b'a san ninnu bolo mais a sera yɔrɔ min na sisan ne yɛrɛ b'a san ne sigilen don charbon min kan n y'a san 1,200 bon ne b'a feere 20 40 50 60 100 bon ne kɔni ne ma foyi fara bon mais ne y'a dɔ bɔ ne ka charbon siri la ne y'a dɔ sumalen la ne y'a dɔ bɔ a la parce que fɔlɔ ni tasa filɛ nin ye ni tasa filɛ nin ye fɔlɔ ne b'a fa ni 50 la de don ne b'a fa ka tila ka doni fara kan mais sisan hali a ti fa yɛrɛ a ka siɲɛ fila a ti fa yɛrɛ ne b'a kɛ 50 la. Cette hausse n'est pas sans conséquence dans les foyers. Certains approchés ce jour regrettent cette augmentation car ils soutiennent dépenser plus pour une petite quantité de charbon qu'auparavant. Il va se remonter à 6 ans. À tête, une semaine bon, 5 jours, charbon bon, à charbon bon, au début de banga, belle café, charbon. Donc, quand j'ai terminé, belle la fiamina, ou quoi, en barakuno, ou la jamana belle la fiam, c'est une famille belle la fiam. C'est-à-dire, il y a un truc de charbon, ou bien l'eau de bibou. On me trouve que charbon là. Donc, on me l'a fait charbon, on a gagné la bade. Ça va, on peut y passer, wakeli ni kɛmɛ fila kuma dɔw la yɛrɛ wa n'i bɛ taa saribɔn san détail la saribɔn binna na sara cogo de kɛ wa n'i ye saribɔn bɔnna sara tɛ ji wuli mugan na a tɛ ka daga wuli. Selon les revendeurs, cette situation est liée à la période actuelle consacrée à la récolte des produits agricoles. Cette situation devrait prendre fin dans peu de temps car les récoltes sont presque finies. Parlons justice. Le mandat d'arrêt international lancé par la CPI à l'encontre du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense ainsi qu'un responsable du Hamas suscite des réactions à travers le monde. Aminata Keita. Onde de choc en Israël après le mandat d'arrêt international émis hier jeudi 21 novembre par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ex-ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cette décision sans précédent de la CPI a provoqué la colère d'Israël. זהו יום שחור בתולדות העמים. בית הדין הבינלאומי בהאג, שהוקם כדי להגן על האנושות, הפך היום לאויב האנושות. בית דין מוטה זה החליט להוציא צווי מעצר נגדי ונגד שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, בהאשמה מופרכת מן היסוד שאנחנו כביכול ביצענו פשעים נגד האנושות, בעוד שהאמת הפוכה לחלוטין. זוהי פשיטת רגל מוסרית. היא פוגעת בזכותן הטבעית של הדמוקרטיות להגן על עצמן מפני טרור רצחני. Sur le réseau social X, le président israélien Isaac Herzog a accusé la CPI d'ignorer le sort des 101 otages israéliens détenus en captivité brutale par le Hamas à Gaza et de choisir le camp du terrorisme. Même dans les rangs de l'opposition, la réaction est vive. Je cite, « Israël défend les vies de ses citoyens contre des organisations terroristes qui ont attaqué notre peuple, tué et violé. Ces mandats d'arrêt sont une prime au terrorisme », fin de citation, a déclaré le chef de l'opposition Yair Lapid. La CPI a également émis un autre mandat pour les mêmes motifs contre le chef de la branche armée du Hamas, Mohamed Deif. Celui-ci a dénoncé une décision antisémite de ses clamants victimes. Aux États-Unis, le président Joe Biden a qualifié le mandat de la CPI de scandaleuse. Le prochain conseiller de Trump à la sécurité nationale, Michael Waltz, a quant à lui affirmé que la CPI n'a aucune crédibilité.
Pour l'Iran, en revanche, ennemi d'Israël, ce mandat d'arrêt signifie la fin et la mort politique d'Israël, a laissé entendre le général Hossein Salami, chef des gardiens de la révolution de l'armée idéologique de la République islamique. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, a quant à lui affirmé que les mandats d'arrêt devaient être respectés et appliqués, même si certains pays membres de l'Union européenne les ont critiqués. Ce traité international prévoit que les pays coopèrent avec la Cour quand elle en a besoin, notamment en arrêtant et en transférant les personnes inculpées. Mais dans les faits, rien n'oblige les pays membres à suivre le traité. D'autres pays non membres de l'Union européenne ont également apporté leur soutien à Benjamin Netanyahou ou pourraient le faire et ne devraient donc pas l'arrêter s'il se rendait sur leur territoire. C'est le cas de l'Argentine. Fondée en 2002, cette institution qui compte aujourd'hui 124 États membres n'a prononcé depuis sa création qu'une poignée de condamnations. Un mot de santé à présent. Un peu partout dans le monde et surtout en Afrique, il y a une résurgence de la rougeole qui risque de retarder l'objectif mondial de l'éliminer en 2030. Paul Yapinguesson. Il y a une réurgence des cas de rougeole. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, annonce qu'il y a 10,3 millions de cas de rougeole en 2023. Soit une augmentation de 20% par rapport à 2022, selon les nouvelles estimations de l'Organisation mondiale de la santé et des Center of Disease Control and Prevention des États-Unis. La couverture vaccinale insuffisante à l'échelle mondiale est à l'origine de l'augmentation du nombre de cas. Or, pour suivre les structures, 2 doses de vaccin contre la rougeole permettent d'éviter la maladie. Pourtant, en 2023, plus de 22 millions d'enfants n'ont pas reçu la première dose de vaccin. Le vaccin contre la rougeole a sauvé plus de vies que tout autre vaccin au cours des 50 dernières années, a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Au Mali, le pays a identifié ses premiers cas de rougeole de 2024 avec 103 cas, dont 62 confirmés et aucun décès signalé depuis le 26 février dans 6 des 75 districts de santé du pays. Ces cas sont à intégrer à l'épidémie qui touche le pays depuis juillet 2023. La campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole a également été lancée le 22 mars 2024 dans la région de Ségou. En effet, le Mali dans la lutte contre la rougeole et la rubéole se fait d'une part à travers la vaccination de routine et d'autre part à travers les campagnes de masse. La plus récente campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole organisée en mars 2024 sur toute l'étendue du territoire national a permis de vacciner 10 431 015 enfants âgés de 9 mois à 14 ans. Elle vise, selon le comité, à contribuer à l'élimination de la rougeole, rubéole chez ces enfants d'ici 2030. Pour rappel, en 2023, Ségou a enregistré 1 cas de rougeole, 23 cas dans le sec de Niono et 7 cas à Baraoli. Aujourd'hui, l'objectif d'élimination de la maladie à l'échelle mondiale, tel qu'il est énoncé dans le programme pour la vaccination à l'horizon 2030, est menacé. Cette semaine, il a été confirmé que le Brésil y était à nouveau parvenu, ce qui fait que la région OMS des Amériques est à nouveau exempte de rougeole endémique. À l'exception de la région Afrique, au moins un pays dans toutes les régions de l'OMS a éliminé la maladie, poursuit l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est l'heure de la chronique sport avec Mohamed Kenoubi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Mariette. Alors aujourd'hui, on va essentiellement parler du championnat national de football dont la nouvelle saison débute ce week-end. Quel est donc le programme de cette première journée? Oui, demain samedi à 16h au stade Salif Keita Di Domingo de Kati, Afrique Football Elite sera opposé aux Étoiles du Mandé. À 16h au stade Mamadou Konaté, l'AS Bakary Djan affronte le FC Diarra. À 18h, toujours sur les mêmes installations, ASCO a rendez-vous avec les 11 créateurs de Niarela. Dimanche à 16h, toujours au stade Mamadou Konaté, l'AS Real joue l'USFAS. Et à 18h, toujours sur les mêmes installations, Binga FC défie l'US Bougouba. À noter que les rencontres du Djoliba AC et du Stade malien sont reportées à une date ultérieure en raison de leur préparation pour les matchs des compétitions interclubs de la CAF la semaine
prochaine. C'est donc la toute première édition du championnat professionnel dans notre pays. Quels seront les avantages pour le football national? D'abord, il faut noter que contrairement aux années précédentes où le championnat s'étendait à 16 équipes, cette saison, seulement 14 clubs vont compétir. Cela réduit donc logiquement le nombre de journées à disputer avec un calendrier bien plus maîtrisé et un peu moins chargé pour les clubs. Ensuite, qui dit championnat national professionnel dit également des mesures d'accompagnement de la fédération auprès de ces équipes. Une fois que ces équipes seront bien accompagnées, les joueurs seront plus épanouis sur le terrain et le niveau du championnat sera rehaussé. Certainement, si sur le plan national, le niveau est rehaussé, donc nos clubs seront beaucoup plus compétitifs également sur la scène continentale. Et enfin, la professionnalisation de ce championnat permettra également le développement des infrastructures sportives à la base, puisque, il faut le noter, les 14 clubs en compétition doivent répondre à des critères définis dans le cahier de charge de la fédération, notamment avoir des terrains d'entraînement dans les normes, des sièges en bonne et due forme, entre autres. Qu'en est-il des enjeux sportifs de la saison? Alors, le premier enjeu, évidemment, c'est la lutte pour le titre. Tous les clubs engagés vont donc vouloir écrire l'histoire en remportant ce premier championnat donc professionnel. Il y a des clubs qui se détachent du lot, mais rien n'exclut qu'il peut y avoir des surprises. Ensuite, après le sommet, donc, il y a aussi la lutte pour le maintien dans l'élite. À défaut donc de titiller le sommet, certaines équipes donc vont s'accrocher au maintien et cela sera également intéressant à suivre. Autre enjeu également, c'est l'évolution des clubs promus qui découvrent donc pour la première fois l'élite. Je peux parler du FC Diarra et des Étoiles du Mandé. Est-ce qu'ils seront capables d'aller bousculer la hiérarchie? Donc, on aura la réponse tout au long de la saison, au fil des journées. Les équipes, on en parle justement, qui sont les mieux placées pour prétendre au sacre? Nous avons naturellement le Djoliba AC, le Stade Malien, qui sont les clubs les plus titrés donc au niveau national. Les deux équipes se sont suffisamment renforcées cet été, même s'ils ont également perdu quelques cadres qui étaient là la saison dernière. À côté, l'AS Real de Bamako peut également tirer son épingle du jeu, sans oublier l'AS Bakari Djan, notamment donc qui poursuit son ascension au fil des saisons. Alors, à côté de ces clubs, certains outsiders peuvent également prétendre au trophée. Évidemment, il faudra faire attention à certaines équipes comme les 11 créateurs de Niarela ou encore l'USFAS ou encore Afrique Football Elite, pour ne citer que celles-là qui peuvent surprendre évidemment et se mêler dans la course au titre. On termine donc par l'Afro-Basket masculin 2025, les Aigles en quête de qualification. La première fenêtre qualificative pour la FIBA Afro-Basket masculin Angola 2025 s'est ouverte ce vendredi à la Dakar Arena au Sénégal. Et pour son entrée en lice cet après-midi, le Mali s'est malheureusement incliné devant la RDC 72-64. Les Aigles devront donc réagir demain, samedi, pour le compte de leur deuxième match. Ce sera face au Soudan du Sud à partir de 12h GMT. Pour la troisième et dernière journée, les protégés du coach Aladi Diko seront aux prises avec le Maroc dimanche, toujours à partir de 12h GMT. Merci beaucoup, Mohamed Kenoubi. Je vous en prie. Bon week-end à vous. Merci. Mais restez avec moi pour découvrir ensemble la une du numéro 501 de Journal du Mali qui aborde le difficile compromis pour la présidence du Haut Conseil islamique du Mali. Contrairement au consensus qui avait prévalu il y a 5 ans, le renouvellement du bureau de l'Organisation musulmane nationale bute sur les divergences entre différents camps. Vous y trouverez d'autres articles sur le Salon de l'Emploi, la qualification des Aigles pour la CAN 2025 et bien évidemment sur le tout nouveau Premier ministre et sa nouvelle équipe. Le Journal du Mali est gratuit et téléchargeable sur son site officiel. Voilà donc qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à toutes et à tous.